Au sommaire d'Africami, Brazzaville. Rencontre des chefs d'État et ministres des 3 bassins forestiers et tropicaux du monde. Brazzaville encore. L'annulation du FESPAM initialement prévu du 9 au 16 juillet. Mais nous avions assisté à son lancement le 2 avril à Kinkala. Paris. Rencontre avec M. Souma Fodé, candidat aux élections présidentielles en Guinée-Conakry. Paris encore. Un mot sur l'état de santé du monument de la musique africaine, Tabouley, dit le seigneur Rochereau. Gabon. Rencontre avec l'artiste Tita Zebi avant la sortie de son album Métiani en France le 12 septembre 2011. En prélude du sommet qui sera ouvert le vendredi 3 juin avec la présence effective des chefs d'État des 3 bassins tropicaux. Les travaux ont été lancés le 29 mai avec la participation des experts forestiers, des ONG. Brazzaville la Verte, capitale de la République du Congo, vit depuis le 29 mai dernier au rythme du sommet des chefs d'État et de gouvernement des 3 bassins forestiers tropicaux. Dans la ville, précisément aux alentours du bâtiment abritant les ministères des Affaires étrangères et de la coopération, où se tiennent ces assises, les drapeaux des pays des 3 bassins forestiers tropicaux, à savoir l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le Congo, flottent aux côtés des banderoles placées sur les grandes artères. Tous ces pays sont réunis à Brazzaville pour un seul but, celui d'assurer la préservation des forêts tropicales et leur utilisation pour un développement économique et social des pays respectifs. L'ouverture proprement dite de ce 3e sommet est prévue le vendredi 3 juin 2011, avec bien entendu l'arrivée à Brazzaville des chefs d'État des pays hôtes. Toutefois, le grand travail s'est fait déjà en amont depuis le dimanche 29 mai 2011. En effet, les experts représentant les pays de 3 bassins, les organisations du système des Nations Unies et la société civile travaillent en commission pour baliser le chemin. Ceci afin d'atteindre les objectifs assignés à ces assises, notamment la création d'un cadre général de coopération entre le gouvernement dans les domaines des forêts. Si le mardi 31 mai, il a été question de répartition des travaux en 2 groupes, l'un sur la déclaration commune et l'autre sur l'accord de coopération, la journée de lundi 30 mai 2011 était plus réservée aux exposés des différents experts. Pour ce 3e sommet sur les bassins forestiers, les objectifs à atteindre sont nombreux, comme l'indique ici M. Ludovic Mpili, qui est président du comité d'organisation. On abrite ce sommet pour atteindre quels objectifs? C'est de nouer avec les autres bassins des accords, un accord de partenariat, d'échange d'informations, de transfert de technologies, de coopération, de mutualisation de nos efforts et également, pour ne pas dire surtout, en préparation des futures échéances, des débats qui auront lieu à Rio l'année prochaine, qui sont liés au changement climatique, aux objectifs millénaires pour le développement, dans lesquels nous avons des attentes très 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 importantes et très nombreuses. Des financements innovants sont accordés aux pays et à certaines ONG, mais comment procède-t-on à la répartition de ces fonds? Existe-t-il un service de suivi après l'octroi de ces dons? Parmi les exposés présentés le lundi 30 mai 2011 par les experts qui participent à ce sommet sur les 3 bassins forestiers tropicaux figure celui du Fonds pour l'environnement mondial FEM. Axé sur le financement innovant pour une gestion durable de forêts tropicales, la communication du conseiller chargé de la médiation au sein du FEM, M. Sékou Touré, a expliqué les conditions de l'octroi des fonds aux récipiendaires et l'évaluation des activités sur le terrain. En général, on prend une des agences, dans ce cas précis c'est le PNUD, qui administre ce fonds-là pour nous, dans le cadre du FEM. Dans chacun des pays, il y a un programme qui est discuté. Et il y a un comité national de microfinancement qui est institué, et le FEM nous aide à organiser ça dans chacun des pays. Et les ONG ont un comité national. Ils se retrouvent, ils décident du type de projet qu'ils souhaitent soumettre. Ils font leur sélection
par rapport au montant qui est à leur disposition. Et c'est ainsi que les ONG eux-mêmes décident de qui va avoir quel montant pour quelle activité. C'est des petits projets, des petits microfinancements et ça aide à faire des activités locales. Sékou Touré a tout de même reconnu l'écart qui existe entre l'exécution des projets par les bénéficiaires et les résultats attendus par les donateurs. Pour sa part, Mario Bakouki, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, a parlé des forêts et économies vertes dans les pays en voie de développement. Une chose est de demander aux pays de trois bassins de conserver les forêts au profit de l'humanité tout entière, l'autre est de penser au développement durable de ces derniers. Ainsi, l'espoir des uns et des autres se repose donc sur les conclusions de ces assises de Brazzaville. Ce sommet ne laisse pas les Congolais indifférents. Nous avons rencontré dans la ville de Brazzaville quelques-uns qui nous donnent ici leur avis. C'est des initiatives bien parce qu'on doit protéger des forêts, parce que c'est la nature et puis c'est ce genre d'initiative qu'il faut prendre parce que ça joue aussi contre la protection de la couche d'ozone et puis voilà, c'est bien réfléchi et puis on trouve que c'est une bonne initiative. Ce sont ces trois grands bassins-là qui permettent à l'humanité d'avoir de l'oxygène. Donc c'est important pour les habitants que l'on puisse protéger ces bassins-là. Maintenant, ce que nous déplorons en tant que population, c'est qu'on ne voit pas les mesures concrètes justement pour protéger ces bassins-là. Parce qu'il y a les sommets, il y a les discours. Maintenant, concrètement, au quotidien, qu'est-ce qui se fait pour protéger l'environnement ? Je suis heureuse que ces sommets aient lieu dans notre pays, le Congo-Brazzaville. J'estime que nombreux sont ceux qui ne connaissent plus nos forêts, surtout la jeune génération. Comme ce sommet sera retransmis à la télévision, cela nous réjouit parce que nos enfants apprendront comment et où sont nos forêts, comment et où sont nos eaux. Parce que nombreux sont ceux qui voient le fleuve Congo, mais ignorent sa source, qui vient de l'Ubangi et couvre tout le bassin du Congo. Elle chante l'hymne national, mais ignore son contenu. Alors nous sommes heureux que les décideurs se réunissent ici à Brazzaville. Les travaux se poursuivent avec les experts en attendant la grande messe du vendredi 3 avec les chefs d'État des trois bassins forestiers. Comme prévu, l'ouverture du sommet des trois bassins forestiers et tropicaux a bel et bien eu lieu le vendredi 3 juin au palais des congrès de Brazzaville. 7 chefs d'État ont fait le déplacement de Brazzaville, ainsi que 16 représentants des chefs d'État prennent part à cet événement. C'est dans ce grand bâtiment du ministère des Affaires étrangères et de la coopération que les ministres des pays des trois bassins forestiers tropicaux du monde se sont réunis le 2 juin 2011. Le fait vert des entretiens ont été donnés par le ministre congolais en charge du développement durable, économie forestière et environnement. M. Henri Njombo a donc circonscrit le but de cette rencontre. La coopération que nous voulons instaurer s'établira entre les pays membres des trois bassins forestiers tropicaux du monde, mais aussi en associant les pays forestiers ou à grand couvert forestier qui sont voisins à ces bassins, afin que ces pays puissent échanger entre eux d'expériences, d'informations, de technologies en matière forestière. La parole sera par la suite donnée au président du comité technique d'organisation de ce sommet. M. Mpili Ludovic et son comité composé des experts représentant les pays des trois bassins forestiers tropicaux ont du 30 mai au 1er juin réfléchi sur le projet de déclaration commune et celui de l'accord de coopération dont les textes ont été soumis à l'approbation des différents ministres présents dans la salle. Après près de 3 heures d'entretien, le ministre Henri Njombo demeure optimiste quant à l'établissement d'une vraie coopération entre les pays pollueurs de l'environnement et ceux de trois bassins forestiers tropicaux, même si rien n'est encore gagné. Tous les pays forestiers tropicaux se sont engagés dans un processus de gestion durable de leurs forêts pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi
ils n'ont cessé d'exiger des pays industrialisés une réduction ambitieuse de leurs émissions. Naturellement, ces positions sont réaffirmées ou le seront jusqu'à la 17e conférence des parties sur le changement climatique à Durban au mois de décembre. Pour l'Angola, les États qui polluent l'environnement sont obligés de financer les pays des trois bassins. Nous sommes prêts à préserver la forêt comme compromis. Mais il faut même que les pays qui n'ont pas maintenant les forêts, on a besoin de nous aider. Le financement, c'est obligatoire. Maintenant, cette initiative, c'est une initiative qui devrait ajouter à toutes les initiatives que l'humanité a tenues après l'agenda du Rio. Alors, nous allons continuer les négociations à Durban. Aussi, les ministres ont suggéré aux chefs d'État qui, avant de Rio, nous pourrions finaliser l'accord. Mais que veut la République démocratique du Congo, ce pays qui détient près de 60% des forêts dans les bassins du Congo? Le deuxième poumon au monde et qui a la deuxième forêt mondiale veut que se créent des partenariats qui lui permettent de maintenir sa ressource, de maintenir l'équilibre entre la forêt, la biodiversité et la ressource en eau. Ce sont là des trois biens qui sont pour nous d'une valeur incommensurable. Donc aujourd'hui que se met en place un mécanisme qui créerait un partenariat mondial, puisque nous avons un partenariat africain à travers la Comifac, la RDC ne peut que s'en réjouir. Toutefois, l'espoir des uns et des autres repose sur la déclaration commune qui permettra l'aboutissement à la signature d'un accord de coopération. L'un des points forts évidemment sur lesquels nous souhaitons parvenir, c'est vraiment une meilleure coordination de nos politiques de conservation forestière et de gestion donc de nos écosystèmes forestiers, mais en même temps la lisibilité économique qu'on doit pouvoir apporter derrière cette gestion-là. Et puis associer davantage de partenariats avec tous les instruments, je dis, qui existent déjà, qui vivent, afin de faire que cette affaire, évidemment, la préservation des écosystèmes forestiers, soit plus transparente, soit plus cohérente et connue de tout le monde. Tous les participants des trois bassins forestiers tropicaux sont d'accord pour une coopération renforcée à travers un instrument, appelez ça convention, appelez ça un accord, un instrument qui va manifester l'unité d'action. Rappelons que certains hôtes du président Denis Sassou Nguesso ont commencé à fouler le sol brazzavillois dès le jeudi 2 juin dans l'après-midi. Le rapport issu de la réunion des ministres sera présenté aux chefs d'État des trois bassins forestiers tropicaux, à savoir l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le Congo. Le jeudi 2 et vendredi 3 juin 2011, quelques-uns parmi eux ont fait le déplacement des Brazzaville pour participer à l'ouverture ainsi qu'à la clôture de ce sommet avec comme thème central des forêts pour les peuples. Après les travaux des experts, la réunion des ministres, l'ouverture solennelle du sommet des chefs d'État et de gouvernement des trois bassins forestiers et tropicaux est intervenue le vendredi 3 juin 2011 au Palais des Congrès de Brazzaville. Sept chefs d'État sont venus rehausser de leur présence cette cérémonie.
Au total, 7 chefs d'État et 16 représentants des chefs d'État des pays qui abritent les écosystèmes forestiers tropicaux du monde ont fait le déplacement de Brazzaville ce 3 juin 2011 pour participer à ces assises dont l'importance réside dans la protection et l'avenir des richesses forestières de ces 3 bassins, à savoir l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le Congo. Parmi eux, le président congolais Joseph Kabila, François Bozizé de la République centrafricaine, Ali Bongo du Gabon, Théodore Obiangema de la Guinée équatoriale, Bara-Jacques Théo de la Guyane et Bandeo de Sao Tomé-Principe. Leur hôte, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a, en ouverture des travaux, donné les motivations de ce sommet. Notre ambition, en suggérant cet espace de rencontre, est d'inaugurer une solidarité nouvelle que nous voulons active, synergique et permanente autour de ce que les bassins d'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong ont en commun et en partage les forêts tropicales. Ces forêts que la nature et les générations de nos aïeux et de nos ancêtres nous ont léguées en héritage. Ces forêts qui, par leurs immenses étendues, par leurs importantes ressources économiques, se trouvent aujourd'hui au cœur des enjeux les plus impressionnants et les plus sensibles de l'environnement planétaire et de l'avenir de l'humanité. Enjeux écologiques, économiques et sociaux. Pour ce faire, les pays appartenant à ces 3 bassins forestiers tropicaux ont 2 défis majeurs à relever. Le premier est la préservation de l'ensemble des massifs forestiers de nos 3 bassins qui représentent plus de 80% des forêts tropicales du monde et constituent de ce fait le plus grand conservatoire de la biodiversité terrestre et le poumon écologique de la planète. Le second défi est lié à la nécessité de garantir les fonctions économiques et sociales de nos forêts. Le grand pari pour nous étant d'établir toujours un lien nécessaire et intelligent entre la gestion forestière durable et le développement de nos pays. Les efforts que la communauté internationale exige de nous en matière de gestion durable doivent être soutenus financièrement et matériellement, conformément au plan de Bali. Prenant la parole au nom du bassin du Congo, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a mis un accent particulier sur la consolidation de la solidarité, gage d'une coopération efficace. Le rôle de notre sous-région dans le processus global de lutte contre le changement climatique n'est plus à démontrer. Mais nos potentialités sont encore peu valorisées, car leur exploitation exige d'importants moyens techniques et financiers. C'est dans cette optique que le sommet de Copenhague de 2009 a pris des décisions en faveur de pays en développement pour le financement des différentes actions d'adaptation et d'atténuation. Ces décisions qui ont été confirmées et formalisées lors de la dernière conférence de Cancun attendent encore d'être appliquées. Par conviction, pour les générations futures, malgré les promesses non tenues des pollueurs. Je forme le vœu de voir les présentes assises adopter une position commune
sur les questions qui touchent aux 3 bassins massifs tropicaux. Le président Théodore Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale s'est beaucoup plus soucié de ce que gagneraient les pays sous-développés en sacrifiant ses ressources forestières au bénéfice des pays industrialisés, premiers pollueurs de l'environnement. Toutefois, il ne suffit pas seulement de protéger les forêts, mais aussi de rendre cohérentes les actions afin de réussir les paris, a indiqué Ali Bongo du Gabon. Avec près de 80% des forêts, les bassins forestiers tropicaux d'Amazonie, des Bornéo-Mékong et du Congo regorgent 271 millions de carbone, de quoi faire face aux conséquences du changement climatique. Pendant ce sommet, une déclaration commune a été approuvée par les ministres des pays des 3 bassins le 2 juin 2011. De ce fait, l'issue heureuse des travaux de Brazzaville aurait été la signature par les chefs d'État des 3 bassins forestiers tropicaux d'un accord de coopération, mais le rendez-vous a été plutôt manqué. Puisqu'on a reporté la signature, est-ce un échec? Non, ce n'est pas un échec. Au contraire, Brazzaville est le point de départ du processus de coopération entre les pays du Sud en matière forestière. Voilà. Mais ce processus sera utilisé aussi par les pays du Nord. Parce que dans les enjeux actuels, les pays tropicaux seuls ne sont pas concernés par la gestion durable des forêts. Un accord Sud-Sud va booster peut-être de meilleures relations Nord-Sud. Donc, tout part de Brazzaville. Le vendredi 3 juin 2011 au soir, les projecteurs se sont éteints sur la ville de Brazzaville avec une note d'espoir. Tous les regards sont désormais tournés vers les villes de Rio et de Durban. Africami se trouve aujourd'hui à Kinkala. Kinkala qui est la ville choisie pour le lancement sur le plan national de la 8e édition du Festival panafricain de la musique, le FESPAM. Kinkala et le Poul peuvent se targuer de posséder la culture. Placé sous le signe de la paix, de la reconstruction de ce département et de l'unité nationale. Nous sommes aujourd'hui à Kinkala grâce à un homme, j'ai cité son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui n'a ménagé aucun effort pour le retour effectif et définitif de la paix dans le département du Poul. Ce département du Poul fut pendant plus de 10 ans le bastion de la rébellion. C'est dans la capitale de la région du Poul, région qui a connu plus de 10 ans des affrontements armés entre la force publique et les partisans de Parsentumi, que le gouvernement congolais a choisi pour lancer les festivités de la 8e édition du Festival panafricain de musique. C'est justement pour dire aux populations de cette région et pour faire savoir aux communautés nationales et internationales que la paix est désormais effective sur l'ensemble de cette région dévastée par les conflits armés. Au-delà de ces assurances, le gouvernement congolais reconnaît à travers ses gestes la primauté culturelle de la région du Poul. En effet, ce département a donné à notre pays des filles et des fils qui ont rempli les pages de la culture et des arts, de graphisme et de son dont chaque Congolais s'enorgueillit. Kinkala, ville de plus de 20 000 habitants, est redevenue, après la fin des travaux de la construction de la nationale numéro 1, un important centre semi-urbain avec ses écoles, son petit marché et son hôpital. Cet hôpital qui reçoit tous les malades de la région, voire ceux venus de Brazzaville. C'est cette ville donc qui a reçu des artistes et musiciens congolais pour la 8e édition du Festival panafricain de musique.
C'est Jean-Claude Gakoso, ministre congolais de la Culture et des Arts, qui a procédé au lancement national de la 8e édition du Festival panafricain des musiques. Je déclare le lancement officiel de la 8e édition du Festival panafricain de musique. Je vous remercie. N'a pas été le seul groupe de musique qui a soulevé la foule. Formé il y a seulement quelques mois à Kinkala, un jeune groupe de reggae s'est attiré la sympathie de l'assistance, particulièrement par le contenu très engagé de ses chansons. Si l'indépendance est l'état d'une personne libre de toute dépendance, je dirais que l'Afrique n'est pas indépendante. Car la situation d'aujourd'hui est pire qu'au temps colonial. Considérée comme la future Myriam Makeba, Oupta a elle aussi captivé les spectateurs. Les clous de la soirée, ce fut l'apparition sur la scène de l'un des icônes de la musique congolaise, Jacques Loubello. Tous ces artistes devraient participer au lancement international de la même 8e édition du FESPAM à Rio de Janeiro, au Brésil, du 23 au 30 avril prochain. On revient sur Paris. Nous recevons M. Fodé Souma qui est président de GESI. M. Souma a été un candidat malheureux des présidentielles de la Guinée. Est-ce que vous avez tiré une leçon particulière de votre échec? Je dirais plutôt plusieurs leçons. Vous savez, ce vote a été tronqué, ce vote a été ethnique, ce vote a été violent. Et donc, on ne va pas refaire le monde. Mais nous avons tiré énormément de leçons. Mais le seul problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous voulons en finir avec cette transition qui n'a que trop duré. Cela fait 2 ans que nous sommes dans la transition du CNDD. Après la présidentielle, nous nous attendions aux législatives et j'ose espérer qu'elles auront lieu le plus rapidement possible. Pour ce qui nous concerne, nous avons vraiment balisé le terrain au niveau de la jeunesse, des femmes, afin que nous puissions obtenir la mission qui m'a été confiée, c'est-à-dire le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a causé votre échec? On ne va pas refaire le monde. Le français est délicat. À la place de l'échec, j'aurais simplement dit comment se fait-il que vous n'ayez pas pu gagner après avoir fait une alliance qui oscille autour de 65% des voix du premier tour. Personne n'a compris ce qui a pu se passer. Personnellement, on était confiants. On se disait que même s'il y avait une perdition de quelques voix, le pourcentage n'aurait pas pu nous donner battu. Parce que lorsqu'on a une coalition à 65% au premier tour, dans la même élection, on ne peut pas la perdre. C'est une vieille histoire et nous préférons maintenant essayer d'utiliser un cadre concerté et surtout une transition apaisée. Comment croyez-vous battre Alpha Condé sans financement solide à la base? En Afrique, on dit que pour faire de la politique, il faut avoir une fortune. Et en tout cas, la GESI a montré qu'on pouvait entrer en politique en fonds propres. C'est ce que nous avons fait. Nous avons tenu la campagne présidentielle en fonds propres. L'implantation à travers tout le territoire national en fonds propres. Aujourd'hui, nous sommes sérieusement affaiblis
vu que nous allons vers les législatives. Il y a le manque de visibilité qui fait que vous n'êtes pas soutenu dans un premier temps. Mais je crois qu'avec notre score honorable, le travail que le parti a fait pour être beaucoup plus visible, j'ose espérer que nous aurons des partenaires qui vont nous aider, qu'il y aura suffisamment de militants et de personnes ressources qui vont s'investir afin que le parti puisse aller de l'avant. Nous ne sommes pas en train de courir derrière les milliards, nous courons derrière la conquête du pouvoir. Et cette conquête, c'est le plus grand nombre. Si le président Condé vous propose une aide financière pour développer votre parti, est-ce que vous serez d'accord? Oh non, le débat n'est pas au niveau de l'aide financière. Le débat est au niveau du dialogue, du cadre concerté. Nous avons demandé au président Alpha Condé de recevoir l'opposition. Nous lui avons demandé d'aller vers sa population. Tout le monde sait qu'il y a eu des problèmes durant cette élection. Donc nous attendons de le voir à l'œuvre. Maintenant, si le président vient vers l'opposition et qu'elle nous tende la main, que l'on sache ce qu'il y a dans cette main, à partir de là, on pourrait commencer à discuter. Mais en ce qui concerne la GECI, nous sommes un parti structuré. Le président n'est pas omnipotent ni omniscient. Donc si demain on fait appel à nous, eh bien, c'est le parti qui décidera qui, parmi ses membres, y compris le président, les membres du bureau exécutif et d'autres militants, nous avons énormément de compétences en notre sein, énormément de brillance. Donc je pense qu'en tout cas, si demain nous devons servir notre pays, la GECI serait bien placée. Mais si c'est pour une aide financière, franchement pour nous c'est secondaire. La priorité des priorités, c'est le partage du pouvoir afin de mettre ensemble tous les Guinéens, surtout les compétences de ce pays. Beaucoup ont parlé et annoncé sa mort à plus de 2 reprises, mais très peu l'ont rencontré. Lui, c'est le seigneur Taboulé Rochereau, le monument de la musique africaine et plus particulièrement de la rumba congolaise. Cette musique qui a accompagné les indépendances africaines. C'est en région parisienne que ce monument de la musique congolaise se remet tranquillement de sa maladie. Seigneur, sous quel nom veux-tu qu'on te présente? En tant qu'artiste, je préfère qu'on m'appelle par mon pseudonyme, c'est-à-dire Rochereau, Seigneur Rochereau, comme icône mondiale de la culture universelle. Le seigneur Rochereau, de son vrai nom, Blaise Pascal Taboulé, porte un nom significatif pour ses parents, de qui il est fils unique, mais rêvait de devenir prêtre. Et le nom tabou? Tabou, c'est divisé en 2 parties. Oui. Par exemple, quand je dis tabou, c'est-à-dire bénir. Donc, les 2 mots signifient sacré, tabou, tabou. Et quand tu as des péchés, tu vas te confesser, on dit au prêtre, il faut l'absoudre de son péché. Tabou. Bou, c'est péché. Ta, c'est absoudre. Enlever le péché. Tabou. Lei. Lei, c'est branche de palmier qu'on appelle le rameau. Donc tout est sacrifié. Mon père, c'est un grand chanteur traditionnel. Et nos mamans aussi chantaient beaucoup. Pendant les deuils, pendant les grandes fêtes de famille. Partageant ces moments difficiles avec sa femme Irène, le seigneur Rochereau se réjouit de partager quelques confidences avec nous. À ma femme, je voudrais vous dire ceci, une surprise. Oui. Ma femme, je l'ai
je l'ai connue déjà une grande dame, toute jeune qu'elle était, petite. Je l'ai épousée, je me trouvais à New York, au Manhattan. Je lui ai promis mariage au téléphone. C'était un mardi. Je devais rentrer le jeudi. J'ai dit, j'arrive là-bas et le samedi, je dois t'épouser officiellement là, à Paris. Elle dit, mais c'est une aventure. Je dis, mais toi et moi, on s'aime déjà. On a déjà fait des voyages en Scandinavie, en Afrique et partout. On a déjà des enfants. Pourquoi tu ne veux pas que je t'épouse? Le mariage se passera en 2 temps. D'abord à l'ambassade, à la mairie de Paris. Et puis après, on ne manquera pas de voir les prêtres. Et ma femme venait d'accoucher de 2 jumeaux. Et nous avons réalisé notre mariage jusqu'à aujourd'hui. On ne s'est jamais séparés un seul jour. C'est comme vous a relaté mon mari tout à l'heure. C'est vrai qu'on s'est mariés, ça fait plusieurs années. C'est vrai que bon, nous avons eu des enfants et bon, il s'est passé ce qui s'est passé quand il y a eu la maladie. C'est vrai qu'au début j'étais très désespérée, mais par la suite j'ai repris confiance et je me suis vraiment battue, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il soit parmi nous. Et quand on a fêté donc, notre anniversaire de mariage, j'en avais les larmes aux yeux parce que je n'y croyais plus. Et finalement, bon, ben c'est vrai, je n'ai pas arrêté de me pincer toute la journée pour voir si je n'étais pas encore une fois de plus en train de rêver. Mais non, on a bien fêté notre anniversaire, ça s'est très bien passé. Dieu merci. De tout le passage, ce que je dirais à tout le monde, c'est que intervenir dans les affaires privées des parents que nous sommes ou des amis que nous sommes, des personnes que vous appréciez comme vos idoles, comme moi, comme le défunt Franco ou Berabello ou Abeti ou Kawasele ou les Itimensa ou d'autres artistes comme Bob Marley, il faut vraiment faire très, très attention. Regardez, ça fait 21 ans que je suis avec ma femme. Et les gens savent que quand un artiste se marie, c'est pour la bonne parole, c'est pour que les gens puissent imiter, mais non pas pour les voir vivre. Mais ça fait 21 ans. Et aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce à ma femme et surtout grâce à mes enfants que j'ai bien encadré, qui me prennent en charge. Voilà pourquoi je suis très heureux d'être marié avec cette jeune fille centrafricaine du Congo, du bassin du Congo. Le rétablissement de Taboulé semble être satisfaisant et remarquable, comme il renchérit lui-même sur les propos de sa cousine Zozo. J'ai été longuement malade, sérieusement malade, si bien qu'il y a eu beaucoup d'interprétations là-dessus. Mais Dieu était avec moi comme il était aussi avec vous. La première chose dont je vais m'occuper, c'est ma santé. Je suis très très contente puisqu'il a souffert, a beaucoup souffert. Mais là, si Dieu nous a retourné, mon petit frère Taboulé, je suis très fier de lui et il sera toujours fier de lui. Très bientôt, nous aurons à parcourir les pages d'un livre qu'il prépare avec sérénité.
Je vais écrire un grand livre, et puis qui sera divisé en 3 chapitres. Un livre sur Dieu, un livre sur l'Afrique, avec tous les derniers événements que nous avions connus en Afrique. Je vais en parler sérieusement. Et aussi une intervention sur mon propre pays et surtout les pays du bassin du Congo. Tita Nzebi, née Huguette Leka à Bigou au sud du Gabon. Elle y fait toute son école primaire chez les catholiques. Dans son village, elle découvre la musique traditionnelle de son peuple, les Nzebi. Tita Nzebi, Maman Denise, comment ça va? On est bien accueillis. En 2011, elle sort son deuxième album, Metiani. C'est au Gabon qu'Africami l'a rencontré lors de sa présentation de ses nouvel album, Metiani. On va parler un peu des thèmes. Des thèmes qui jalonnent cet album. Il y a beaucoup d'humanisme, beaucoup de chansons dites avec le cœur. Quand on vit à Paris, on peut encore garder quelque chose d'humain en soi. Oui, parce que moi je suis née en Bigou, de 0 à 13 ans. Je suis sortie de Bigou à l'âge de 13 ans. Et je pense que ce qu'on a inculqué à un enfant, surtout quand ce qu'on l'a inculqué est bon, ça reste. Ça reste. Quel que soit le chemin parcouru, moi Bigou, quand je ferme les yeux, Bigou est toujours là. La racine. La racine. Et je ne peux pas me départir de ma racine. Et surtout qu'elle est bonne. Moi, j'ai pas eu de problème avec qui que ce soit. Moi, quand je revois toutes les personnes qui ont bercé mon enfance, là derrière moi, vous avez mon grand-père Jean-Robert, il m'a vu naître. Quand je vois tous nos parents, tous nos grands-parents, les frères et sœurs avec qui j'ai grandi. Oui, les enfants, ce thème-là revient toujours. Hein, les enfants, la famille, le conseil des sages. Oui. Le respect les uns des autres. L'importance d'avoir des relations saines si nous voulons, avec les autres, si nous voulons vivre en paix. C'est un devoir de chacun. Si moi j'arrive et si j'ai ouvert ce verre d'eau, vous aurez envie vous ne serez pas contente. Donc si je ne veux pas qu'il y ait un conflit entre nous, ce verre-là, je vais vous le donner pour le boire et non pas vous agresser avec. Donc je pense que c'est important, c'est à chacun de faire un travail sur soi d'abord, avant de juger les autres. C'est d'abord un travail sur soi pour que notre vécu à tous soit le meilleur possible. Parce que finalement, comme le disaient mes grands-parents, nous ne sommes que de passage sur Terre. Notre présence sur Terre, elle n'est pas éternelle. Donc il vaut mieux partir en laissant de bonnes traces, en ayant vécu le mieux possible avec ses voisins. Voilà. Et dites un peu, maman, quand elle a écouté cet album, quelle était sa réaction? Maman, elle est étonnée de m'entendre parler Nzebi. Elle me demande toujours. Un Nzebi aussi profond. Un Nzebi, oui. Aussi soutenu. Dans ce cas, c'est ce qui m'emmène à vous poser la question. D'où vous puisez votre inspiration? À quelle heure vous écrivez? Est-ce que vous rêvez? Est-ce que... Elle a été formée comme ça pour composer à n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Parce que je composais à n'importe quelle heure. Oui, d'où le partage du lit, parce que ça venait à 3h, à 5h du matin, à 12h, à n'importe quelle heure de la journée. Et moi, je sais pas, moi, une personne qui passe dans la rue, ça peut m'inspirer. Je ne choisis pas de chanter telle ou telle chose. Je ne sais pas travailler à la demande. Ça vient ou ça ne vient pas. Je l'ai ou je ne l'ai pas. Donc quand j'arrive à voir quelque chose, je le retranscris. Et parfois une chanson, je peux écrire une chanson sur un an. Ça peut durer comme ça parce que je vais trouver un mot, après il faut trouver le mot suivant. Et si je n'ai pas trouvé le bon, je le pose. Ça peut venir 2 ans après. Voilà, donc c'est comme ça. Qui est la concordance des mots, c'est sur la base de ça qu'on crée la musique. Donc c'est une forme de recherche. Bien sûr. Tita Nzebi, je suis en train de feuilleter votre livret. Je ne suis pas surprise de retrouver des noms, par exemple, Touré Kunda, Luciano,
J'ai vu, il y a un autre là. Obscur Jafar. Voilà, Obscur Jafar. Il y en a d'autres. Sekbi Dance. Sekbi Dance. Ah, Sekbi Dance. Il y a Paco Seri. Voilà. Il y a Elias. Elias, je l'appelle mon double artistique. Nous avons grandi ensemble artistiquement. C'est mon guitariste. Il y a même une certaine Denise, c'est laquelle? Je ne la connais pas, celle-ci. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Parlons de vos rencontres. Alors, mes rencontres, mais d'abord je parlais de... Alors, mes rencontres à Paris. Hein. Ah, bien sûr. On ne parle pas déjà... Le Gabon, vous l'avez déjà oui, là. On a Sam, on a la Genèse. Vous avez la Genèse. On va maintenant au Testament, le deuxième livre. Alors, je vais d'abord vous parler donc de mon guitariste, Elias Oregan. C'est celui qui m'a accompagné dans tous mes concerts Bolderie. Il était là. Et Elias et moi avons rencontré Serial P, qui est notre ingénieur du son. Serge Melon. Ingénieur du son, le talent. Donc Serge, notre ingénieur du son et le réalisateur de l'album, c'est lui qui a réalisé cet album. Il y a Lenny Bidance, notre bassiste, Jimmy Bonda, Sekbi Dance, le premier grand musicien africain m'avoir fait confiance à Paris. Il avait accepté de réaliser mon premier album, Bismiti. Nous avons fait 5 titres. Il a écouté ce que j'avais à dire et il a travaillé avec moi sur la base de mon travail. J'avais vraiment peur qu'il n'ait envie de me faire faire ce qu'il avait déjà fait. Pas du tout. Il m'a fait faire ce que je voulais faire moi et il a amélioré. Vous avez décidé de présenter votre CD au Gabon. Oui. Pourquoi? Parce que ça faisait 12 ans que j'étais pas rentrée au pays. Donc avec ça, nous avons fait cet album de Ngumi. Le public gabonais me découvre au travers de cet album, Huguette Leka de Ngumi. La danse Lungwala devient ce que c'est devenu au Gabon, mais le public gabonais ne m'avait jamais rencontré. Et à Paris, je fais mon cheminement musical. Je rencontre Sekbi Dance, qui me réalise un Bismiti, 5 titres, qui est passé ici au Gabon. Certaines personnes l'ont entendu, mais je n'ai pas pu venir faire la promotion au Gabon. Donc il y a certaines personnes qui me contactaient, qui me disaient oui, mais vous, on ne vous connaît pas et tout ça. Et puis moi aussi, j'avais envie de revenir. Donc je me suis dit, à la fin de cet album, j'ai voulu réserver l'exclusivité à mon pays. Parce que je dois beaucoup à ce pays, j'adore ce pays. Et je me suis dit, bon, je pense qu'il vaut mieux que je commence d'abord par chez moi, le sortir d'abord au Gabon, et après, je repars en France pour faire la sortie. Donc il est dans les bacs au Gabon. Est-ce qu'on vous verra sur scène au Gabon? Je pense que ça va se faire. J'ai rencontré le Centre culturel français de Libreville, d'ailleurs qui nous a aidés dans l'enregistrement de cet album. Donc il est possible qu'il y ait des concerts avec le Centre culturel français. Ça serait à partir de quand? Je ne peux pas, il faut déjà que ça se confirme, c'est pas encore confirmé. Approximativement. Peut-être à partir du mois d'avril, peut-être. Ce n'est pas un poisson. D'avril? Ah non, j'y ai même tiens. Je n'ai même pas pensé. Je n'y ai même pas pensé. Non. Mais non, j'espère que ça se fera avec le CCF. Mais non, si ça ne se fait pas avec le CCF, en tout cas, personnellement, j'envisage de faire une tournée de 9 provinces du Gabon. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'envisage, je me fixe toujours des objectifs sans trop savoir comment les atteindre, mais je sais que je l'atteindrai l'objectif. Donc je prendrai le temps pour le faire, pour faire la tournée gabonaise. Supposons qu'il y a des mécènes gabonais qui vous écoutent en ce moment. Supposons qu'il y ait des mécènes. C'est quoi le message? Le message, vous voulez quoi? Je veux aller rencontrer le public de 9 provinces du Gabon. Je veux aller dans toutes les 9 provinces du Gabon. Voilà ce que j'ai envie de faire. Maintenant, s'il y a des gens qui sont intéressés, si le produit vous plaît, si l'artiste vous plaît, allons-y. Nous sommes acharnés, nous travaillons bien, donc vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, effectivement. Oui. Donc, vous avez vu aussi pour chanter gracieusement pour Biou Promotion, pour l'UNESCO,
C'est quoi cette envie de donner aussi? Vous avez beaucoup reçu dans votre vie? J'ai beaucoup reçu. Je pense que voilà, le respect, par respect pour toutes les personnes qui m'ont donné un peu de leur temps, je dois rendre aussi. C'est une façon de rendre ce qu'on m'a donné. Et une personne peut vous rendre service aujourd'hui. Vous n'allez peut-être pas être amené à rendre quelque chose à cette personne. Il est de mon devoir aussi de rendre ce qu'on m'a donné. Gracieusement. Voilà. Gracieusement comme je l'ai reçu. Voilà. Merci, Huguette Leka. Merci, Denise. Et merci à toute l'équipe. Nous avons été bien reçus. Et longue vie à Africami, parce que nous avons besoin de telles initiatives qui nous mettent en lumière. Voilà. Donc, longue vie à vous. Denise Mukongo. Continuez à nous faire rêver de par ce que vous faites. Et je repasserai vous voir. Merci. Merci beaucoup. Yeah, yeah, Allah,